le diagnostic, même si nous sommes au niveau des signes fonctionnels, mais c'est très important à savoir que lorsque vous voyez le malade, première inspection, lorsque vous avez un malade qui est gêné sur le plan respiratoire, qui est allongé sur le dos, ce n'est pas en faveur du diagnostic de l'insuffisance cardiaque, mais généralement et spontanément, vous trouvez des patients qui ont des oreillers derrière le dos et ils dorment en position assise. Ça, c'est typiquement, et ça aide énormément au diagnostic de ces pathologies. Et puis, ceci peut s'accompagner aussi d'une toux, la toux généralement qui est sèche, les expectorations sont blanches, comme on décrit souvent dans les cours de l'œdème aigu du poumon. Dans des cas très avancés, surtout quand on a une insuffisance cardiaque aiguë associée à une atteinte pulmonaire, comme des bronchites chroniques obstructives ou des dilatations de branches, chez des patients qui font des insuffisances cardiaques aiguës gauche, on peut avoir une cyanose ou une désaturation en oxygène, et tout dépendra bien sûr du stade de l'insuffisance cardiaque aiguë. Alors, il y a un élément très important aussi, c'est la tachycardie. Les patients ressentent des palpitations et à l'examen clinique, vous devez impérativement voir un patient qui est rapide. C'est de la physiologie, c'est tout simplement parce que quand on a une baisse du débit cardiaque, qui est la définition de l'insuffisance cardiaque aiguë, le débit cardiaque est égal au volume d'éjection systolique multiplié la fréquence cardiaque. Et lorsque, en cas d'insuffisance cardiaque, en cas de baisse du débit cardiaque, pour maintenir un volume d'éjection systolique, c'est le volume qui est éjecté par le ventricule pendant la systole, pour le maintenir constant, l'organisme il réagit par une tachycardie. Il faut augmenter la fréquence cardiaque pour maintenir un débit cardiaque élevé. Et donc, il est clair et classique de voir un patient qui est rapide à la phase aiguë d'une insuffisance cardiaque aiguë. Donc, c'est très rapide et c'est très en faveur du diagnostic. Avant, on parlait des sueurs froides. C'est vrai que c'est des patients qui sont en sueur, mais généralement, c'est pas de la fièvre, mais c'est des sueurs en rapport avec un bas débit et les extrémités généralement sont un peu froides et le patient il a une sensation d'angoisse parce que il respire très mal. Mais ce qui est important aussi au diagnostic, c'est à l'auscultation pulmonaire, vous avez des râles crépitants qui peuvent être aux bases, à mi-champ pulmonaire ou au sommet. Généralement, quand c'est au sommet, c'est la grande crise d'OAP et de démégu du poumon qu'il va falloir prendre en charge rapidement. La pression artérielle, c'est un élément pronostic. Là, je vous donne quelques astuces. C'est que quand vous avez un tableau clinique d'insuffisance cardiaque aiguë, lorsque la pression artérielle est normale ou élevée, c'est un bon facteur pronostic. Ça veut dire que c'est un bon pronostic. Et lorsque la pression artérielle est basse, c'est un mauvais pronostic et le patient peut aller en choc cardiogénique. De même que lorsque le malade est tachycarde, c'est un élément par contre, c'est un élément de mauvais pronostic, mais c'est en même temps un facteur de compensation initiale. Alors, bien sûr, devant toute dyspnée, indépendamment de la cause, il faut faire une radio de poumon. C'est l'examen le plus sensible à réaliser. Et il faut chercher la fameuse image en aile de papillon ou un syndrome alvéolaire bilatéral en rapport avec une inondation alvéolaire par élévation des pressions capillaires. Donc, toujours dans les examens complémentaires qu'on doit demander en urgence, c'est l'électrocardiogramme. Alors, devant un patient qui fait ce tableau d'insuffisance cardiaque aiguë gauche, dont le principal diagnostic il est clinique par la présence des signes d'insuffisance cardiaque, il faut faire un électrocardiogramme et généralement, l'électrocardiogramme peut retrouver, il est rarement normal en cas d'insuffisance cardiaque. Ça, c'est un élément très important. Quand je dis rarement normal, au minimum, on peut trouver une tachycardie, c'est-à-dire une fréquence cardiaque élevée. Et pour ceux qui ne maîtrisent pas trop l'électrocardiogramme, vous avez les ventriculogrammes ou les complexes QRS qui sont très rapprochés. Ça veut dire que le malade est très tachycarde et on peut chercher des signes en faveur avec l'étiologie, en faveur de l'étiologie de l'insuffisance cardiaque du gauche, notamment les signes de nécrose myocardique qui peuvent être des séquelles d'infarctus ancien qui témoignent d'une baisse de la fraction d'éjection VG. On peut trouver des blocs de branche gauche, des QRS larges en rapport avec ce sont des signes de dilatation cavitaire gauche. On peut trouver aussi des signes d'insuffisance cardiaque, d'hypertrophie ventriculaire gauche, notamment des cardiopathies hypertensives ou certaines cardiomyopathies. Mais aussi, on peut rechercher certains dépistages de troubles du rythme, notamment à l'étage auriculaire, comme la fibrillation auriculaire, notamment une tachycardie irrégulière à QRS fin, sans onde P, ou d'autres troubles du rythme à l'étage supraventriculaire ou ventriculaire, à la présence d'extrasystoles ventriculaires. Donc, on peut dire que l'électrocardiogramme est rarement normal en cas d'insuffisance cardiaque aiguë. Je vais me mettre en mode plein écran, excusez-moi, voilà, très bien. Donc, rappelez-vous que lorsque vous faites un électrocardiogramme chez un patient qui se présente pour un tableau d'insuffisance cardiaque aiguë, il est rare de trouver un ECG normal. Mais le fait de trouver un ECG normal, on peut dire qu'il a une valeur prédictive négative qui est très importante. Il doit faire remettre le diagnostic d'insuffisance cardiaque. Ça veut dire que un tableau d'insuffisance cardiaque aiguë gauche avec un ECG normal peut
pas éliminer le diagnostic, mais peut rendre le diagnostic suspect. C'est pas très en faveur du diagnostic. Alors, en même temps, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à m'interrompre s'il y a des questions. Là, ce serait bien bon, j'aurais aimé que ce soit interactif. On pourra plus apprendre, mais n'hésitez pas à m'écrire des messages, m'arrêter, prendre la parole si vous voulez, poser des questions, comme ça je réponds. Moi, je suis en train de parler comme ça devant l'écran. Ce serait bien de me poser des questions s'il y a besoin. N'hésitez pas. Donc, devant toute discipline aux urgences, et là, on entame une étape très importante. Et je vous encourage vivement, Zama, à s'intéresser à l'échocardiographie, bon, l'échographie cardiaque, parce que c'est un outil très important qui va vous apporter beaucoup de choses en termes de diagnostic aux urgences, même si c'est l'affaire du cardiologue, mais il y a beaucoup d'urgentistes qui s'intéressent à ça. Il y a des DU, il faut s'inscrire, il faut apprendre, il faut s'y mettre. Il y a des appareils d'écho un peu partout dans les services où vous travaillez. Il ne faut pas hésiter à prendre la sonde et essayer au moins de manipuler la sonde et de faire au moins les coupes en deux dimensions, les différentes coupes essentielles pour évaluation au moins deux dimensions et le Doppler pulsé. Donc, l'échocardiographie en termes d'incidence cardiaque aiguë est un examen important puisqu'il permet le diagnostic positif. Hein. Donc, quand on dit diagnostic positif, ça permet de faire la différence entre une dyspnée, au moins faire la différence entre une dyspnée d'origine pulmonaire et une dyspnée d'origine cardiaque. Pardon. Et puis, donc c'est le diagnostic positif. Il peut aussi expliquer le mécanisme de l'insuffisance cardiaque, notamment l'étiologie aussi, hein, l'étiologie de l'insuffisance cardiaque, en évaluant le muscle cardiaque, les valves cardiaques aussi, parce que les fuites et les sténoses peuvent entraîner une insuffisance cardiaque gauche. Quand on dit le muscle cardiaque, c'est la contractilité globale et segmentaire du ventricule gauche, la mesure de la fraction d'éjection VG, le péricarde aussi, les cavités droites. Donc, ça permet donc d'apprécier la fonction systolique, donc c'est la fonction de contractilité myocardique en mesurant la fraction d'éjection VG, la fonction diastolique, et ça c'est une partie très importante qui va permettre de faire la part en dyspnée d'origine pulmonaire et d'origine cardiaque, en évaluant ce qu'on appelle les pressions de remplissage ventriculaire, qui sont l'équivalent d'une évaluation de la relaxation et de la compliance ventriculaire pendant la diastole, des renseignements étiologiques par rapport à l'état du musculaire, myocardique, valvulaire, péricardique et cavité droite. L'appréciation des pressions pulmonaires est importante à savoir. Je vous donne un exemple. Vous avez le flux tricuspide, vous prenez les pressions pulmonaires. En cas d'hypertension pulmonaire, on prend les pressions à gauche. Si les pressions à gauche sont élevées, on parle de pression capillaire, de pression pulmonaire, d'hypertension pulmonaire post-capillaire. Et lorsque les pressions à gauche sont basses et on a une hypertension pulmonaire, on parle d'hypertension pulmonaire précapillaire. Ça peut rapidement éliminer vers des diagnostics et orienter vers des diagnostics particuliers de l'incidence cardiaque aiguë. Il faut savoir aussi que l'échogénicité n'est pas bonne en cas de BPCO, de bronchite chronique obstructive, parce que les poumons sont pleins d'air et ça interfère avec l'image des ultrasons. Alors, ces éléments-là, c'est vrai que dans votre pratique, on n'est pas censé, vous êtes censé au moins savoir ce que c'est, mais il faut s'entraîner pour ça. Au moins, il faut connaître l'image A, donc c'est ce qu'on appelle une parasternale grand axe. Je profite pour vous donner certaines informations par rapport à cela. Ici, vous avez l'aorte, ici, c'est l'oreille gauche, et ça, c'est le ventricule gauche. Il y a un élément qui est important et pratique à connaître et que vous pouvez faire. Si vous réussissez à de la coupe parasternale gauche, vous pouvez prendre de la flèche, le septum interventriculaire vers la paroi postérieure. Il faut le mesurer, ce diamètre, ce qu'on appelle avec des valves mitrales qui sont fermées. C'est ce qu'on appelle donc en télédiastole. Ça veut dire que le diamètre télédiastolique, généralement, il faut garder ça en tête, parce que c'est inférieur à 58 mm. On peut dire un VG non dilaté. Et lorsque c'est supérieur à 58 mm, en général, hein, on peut dire que le VG est dilaté. On parle de cardiopathie dilatée, indépendamment de son origine. Et puis, il y a la fameuse mesure de la fraction d'éjection, hein, on appelle en Simpson biplan, mais ça, on s'en fout. Mais ce qui est important, c'est qu'on mesure, c'est la méthode des disques, on prend la systole et la diastole, et ça nous donne la mesure de la fraction d'éjection VG. Normalement, on parle d'insuffisance cardiaque à effet préservé lorsque la fraction d'éjection est supérieure à 50%, et elle est entre 40 et 50%, on parle de moyennement altérée, et moins de 40%, elle est altérée. Donc, comme j'ai dit, il faut mesurer le diamètre diastolique du ventricule gauche, le pourcentage de raccourcissement, la fraction d'éjection VG, et bien sûr, il y aura des variabilités interobservateurs, ce qui fait que l'examen n'est pas toujours précis, mais généralement, on peut trouver à peu près les mêmes résultats en cours de l'évaluation. Pour la fonction diastolique, il est important d'évaluer le flux mitral, le flux veineux pulmonaire, les indices combinés pour évaluer est-ce qu'on est dans l'urgence cardiaque ou pas.
Donc, pour le flux mitral, ce qui vous est demandé, c'est surtout ça. Il faut mesurer. Donc, vous mettez le Doppler pulsé sur l'ouverture de la valve mitrale. Vous avez le rapport E sur A. De lente E, c'est généralement le remplissage rapide et lent au cours de la diastole. Et ça, c'est la participation télédiastolique de la contraction auriculaire pendant la diastole. Et donc, lorsque le rapport de la valeur E sur A des deux vitesses est supérieur à 2, à coup sûr, on parle de profil restrictif et on est dans l'insuffisance cardiaque à effet préservé ou l'insuffisance cardiaque diastolique. Et la dyspnée de l'autre malade, c'est une dyspnée d'origine cardiaque. Hein, par contre, lorsque l'onde E sur A est inférieur à 1, lorsqu'il est entre 1 et 2, on peut mesurer cette onde prime tissulaire. Le rapport est inférieur à 8, les pressions sont basses et la dyspnée n'est pas d'origine cardiaque, mais elle est plutôt pulmonaire. Donc, c'est important. Donc, c'est un outil qui est indispensable, même si vous n'êtes pas cardiologue. Vous devez vous intéresser à ça pour pouvoir vous en sortir devant des patients qui ont une dyspnée en urgence pour pouvoir les traiter correctement. Alors, je peux vous rajouter aussi un élément qui est simple. Alors, ça, il y a une question de Dr. Fouzi Naimi. Qu'est-ce que le EE? Alors, ça, c'est pas très clair. La question n'est pas très claire. Je reviens. Probablement, elle veut parler des pressions de remplissage. Comme j'ai dit, c'est pas le but du topo d'aujourd'hui, mais bon, sincèrement, ça, c'est des choses qu'il faut connaître. Il faut juste parler le E et le A, exactement. Alors, j'ai compris, Madame Naimi. Alors, l'onde E, en fait, on fait un Doppler pulsé. C'est un peu, il faut qu'on se voit une fois sur l'échographie. Je vous montrerai exactement un petit chapitre sur ça. C'est qu'on met un Doppler pulsé sur l'ouverture des valves mitrales. On coupe apicale 4 cavités et ça nous donne à le tracer sur l'écran, sur le Doppler. Donc, à de l'onde E, généralement, ça correspond pendant la physiologie de la diastole. Ça correspond, quand tu as une ouverture de la valve mitrale, tu as un remplissage rapide. C'est-à-dire le sang, il passe de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche rapidement, ce qui fait que vous avez une vitesse qui est très importante ici, l'onde E. Et par la suite, on a un remplissage lent. Et à la fin de la diastole, vous avez la contraction auriculaire. Donc, la l'onde E, c'est la vitesse de remplissage. Quand elle est très élevée, d'accord, avec le rapport E sur A, lorsqu'il est supérieur à 2, on parle de profil de remplissage restrictif et la dyspnée du malade est d'origine cardiaque à coup sûr. Ce n'est pas une dyspnée d'origine pulmonaire. Il y a un outil beaucoup plus simple que ça, c'est l'échographie transpulmonaire. Je sais qu'il y a beaucoup de cabinets de médecins généralistes où là, dans certains services d'urgence, il y a des appareils d'écho où l'on peut utiliser ce qu'on appelle, je vous en prie, ce qu'on appelle l'échographie transpulmonaire. On met la sonde au niveau de ces endroits, comme les chiffres ici, et vous allez voir ce qu'on appelle les réverbérations, les comptes d'ombre. Pardon. Quand on a des signes échographiques, ça veut dire que les alvéoles du malade sont remplis d'eau. C'est un signe en faveur de l'OAP, de l'insuffisance cardiaque aiguë. Donc, la dyspnée d'origine cardiaque plutôt que pulmonaire. Donc, je vous ai proposé ici un algorithme de diagnostic de l'insuffisance cardiaque aiguë, gauche principalement. Donc, vous avez un patient qui vient pour des signes d'insuffisance cardiaque, principalement de la dyspnée, on met des symptômes, une orthopnée principalement. Il a des facteurs de risque cardiovasculaire, diabétique, un hypertendu, un coronarien connu, donc il a déjà des antécédents cardiaques ou pas. Et donc, vous faites un électrocardiogramme, et comme on l'a dit, le CG, quand il est normal dans cette situation-là, il a une valeur prédictive négative très importante. Ça veut dire que je ne vais pas vous dire qu'il faut éliminer le diagnostic, mais la probabilité que votre malade soit insuffisant cardiaque est faible. Et puis, il y a la radio de poumon, radio de thorax, il faut chercher le syndrome alvéolaire en rapport avec la surcharge pulmonaire. À défaut, vous avez l'échographie transpulmonaire que vous pouvez utiliser pour rechercher les signes que je vous ai montrés juste avant, à la slide, pour dire que la dyspnée est d'origine pulmonaire. Enfin, vous avez le NT-proBNP, hein, c'est un outil très important aussi. Quand vous n'avez pas d'écho et quand vous pouvez le faire, vous dosez le BNP ou là, le NT-proBNP et vous avez des valeurs en fonction du laboratoire. Généralement, le BNP, c'est quoi le BNP déjà? C'est le facteur, c'est le brain natriurétique peptide, hein, c'est comme ça qu'on appelle. Le facteur ADA, il est sécrété par les myocytes auriculaires et ventriculaires en cas de distension cavitaire. Lorsqu'il y a une surcharge volumique, c'est-à-dire lorsqu'il y a beaucoup d'eau dans l'oreille gauche, lorsqu'il y a une surpression de l'oreille gauche, il y a un étirement des cellules et ces dernières vont sécréter le BNP. Donc, c'est un marqueur diagnostique de l'insuffisance cardiaque. Lorsque le BNP est élevé, est très en faveur de l'insuffisance cardiaque et que la dyspnée est d'origine cardiaque. C'est un outil aussi qui permet la surveillance de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que lorsqu'on fait le diagnostic, on met le malade sous diurétique, le BNP a tendance à diminuer. Donc, c'est un facteur diagnostique et un facteur de suivi. Et les patients qui voient leur BNP chuter après traitement de l'insuffisance cardiaque, on parle de patient bon répondeur. Alors, quand on a un BNP qui est élevé, donc on parle d'insuffisance cardiaque. Quand il est négatif,
Il n'y a pas d'insuffisance cardiaque, c'est pulmonaire. Et quand on a une insuffisance cardiaque, il y a une indication à faire une échographie cardiaque. Donc, l'échographie cardiaque, comme je vous ai dit, vous allez évaluer la fonction systolique et diastolique, l'atteinte valvulaire ou pas, les autres éléments du muscle cardiaque, du péricarde et des cavités thoraciques. Maintenant, devant tout patient qui fait une insuffisance cardiaque, il faut absolument rechercher les facteurs déclencheurs. Ça, c'est très important. Le BNP, franchement, non. Ah, c'est pas en fonction de l'âge, c'est pas comme les dédimères. Moi, je pense que le BNP, lorsqu'il y a une insuffisance cardiaque, il est élevé. Vous avez des valeurs seuil au laboratoire. Lorsque c'est élevé, hein, indépendamment de l'âge. Alors, en ce qui concerne les facteurs déclenchants, il faut absolument les rechercher chez tout patient qui vient vous voir et chez qui vous posez le diagnostic d'insuffisance cardiaque. Il faut absolument chercher les facteurs déclenchants. Et parmi ces facteurs déclenchants, il faut les connaître, avoir au moins un document devant les yeux. Il faut rechercher un syndrome coronaire aigu à l'électrocardiogramme qui peut décompenser, un passage en fibrillation auriculaire. Vous avez un patient qui était en rythme sinusal avant, et le fait de passer en fibrillation atriale, il y a une perte de la participation auriculaire pendant la diastole, donc on perd 30% du débit cardiaque. C'est pour ça que le malade peut décompenser en cas de trouble du rythme, notamment la fibrillation auriculaire. Une augmentation importante et brutale de la pression artérielle est un facteur de décompensation. Une infection, quelle que soit, peut donner ça. L'écart de régime. Lorsque les malades prennent beaucoup de sel, ils vont décompenser, ils vont venir aux urgences, une bradyarrhythmie, la consommation d'alcool et de drogue, les anti-inflammatoires et les corticostéroïdes pour la rétention hydrosodée, l'exacerbation de BPCO ou d'asthme, l'embolie pulmonaire. Alors, l'embolie pulmonaire, au lieu de vous lire tout ça, je vais insister sur un élément de l'embolie pulmonaire. Pourquoi? Parce que vous allez me dire l'embolie pulmonaire, le patient, il a pas, les poumons sont libres, il n'y a pas de râle crépitant, c'est vrai, c'est différent. Mais une embolie pulmonaire peut décompenser. Vous allez me dire pourquoi quand est-ce qu'on va y penser? Bon, généralement, on fait tout le bilan, on recherche les facteurs de décompensation, on traite le malade par des diurétiques, on remarque que le malade ne s'améliore pas. Il a des râles crépitants, il décompense, mais même si on traite par des diurétiques, le malade il reste symptomatique. On fait des dédimères, lorsqu'ils sont très élevés, on fait un angioscanner et on peut trouver une embolie pulmonaire qui peut être un facteur déclenchant. Il faut toujours garder ça en tête, qu'une embolie pulmonaire peut décompenser une insuffisance cardiaque, c'est un facteur de décompensation. On ne va pas chercher ça tout de suite, mais il faut d'abord traiter par des diurétiques et en cas de non-amélioration, on pourra aller faire un angioscanner pour chercher une cause de cette décompensation cardiaque. Et je vous laisse un peu. Bon, les autres, vous pouvez les revoir après pendant le cours. Donc, ça, c'est les éléments les plus importants. Alors, là, on arrive à une étape très importante dans la prise en charge diagnostic des patients. Essayez de me suivre parce que ça a l'air d'être compliqué, mais franchement, si vous comprenez, ça va être beaucoup plus simple et facile et ça va beaucoup vous aider dans la prise en charge. C'est une attitude très pratique. Alors, on parle de congestion et de perfusion. Alors, quand je dis congestion, ça, c'est pour établir un profil des patients en insuffisance cardiaque. Il y a quatre profils. Donc, quand vous avez un malade qui a déjà une insuffisance cardiaque, il faut déterminer son profil pour pouvoir choisir le traitement adéquat. Donc, vous avez, quand on dit congestion, la congestion pulmonaire, c'est l'orthopnée, la dyspnée paroxystique nocturne, les œdèmes des membres inférieurs qui prennent le godet, et puis vous avez les signes droits, la turgescence des veines jugulaires, les reflux hépatojugulaires, l'acide. Donc, c'est des signes de congestion, c'est que le malade a un il est en surcharge. Et puis, il y a la perfusion. La perfusion, ça a un rapport direct avec la pression artérielle. Quand on a des membres ou là, des organes qui sont bien perfusés, ils sont chauds. Ça veut dire que la pression artérielle est bonne. Ça, c'est un élément très important. Donc, si vous faites la différence entre perfusion et congestion, les combinaisons entre les deux vont permettre de définir quatre profils. Vous avez soit un malade qui est bien perfusé, hein, mais qui est sec, c'est-à-dire qu'il est chaud, et il n'est pas en surcharge. C'est un malade qui a un fond d'insuffisance cardiaque, mais il n'est pas, et c'est un bon pronostic parce qu'il n'est pas humide, il n'est pas rempli d'eau, il est bien perfusé. Vous avez un patient qui est bien perfusé, il a des extrémités chaudes, qui est mais il est dyspnéique, ça veut dire qu'il est chaud, ça veut dire qu'il est bien perfusé. Ou alors, quand tu l'auscultes, il a des râles crépitants. Là, quand tu prends les membres inférieurs, la face antérieure du tibia, ça prend le godet. Donc, il est humide, il est en surcharge. Mais sa pression artérielle, بلا ما تاخذ l'attention, donc ça veut dire qu'il est chaud et humide. C'est un profil hémodynamique. Vous allez voir pourquoi on fait tout ça. Et puis, vous avez deux autres profils, le profil froid. Alors, un profil froid, tout simplement, c'est en rapport avec une hypoperfusion. Ça veut dire que le malade, il a une pression artérielle basse. Hein, il est froid et sec, ça veut dire qu'il n'est pas bien perfusé, mais il ne crépite pas, il n'est pas en surcharge. Et vous avez le patient qui est froid, il est hypoperfusé, avec parfois des marbrures,
et en même temps, il est en surcharge. Ça veut dire qu'il crépite parfois au sommet et il a des œdèmes des membres inférieurs, il est tout rempli, mais il est froid. Ça veut dire qu'il a une hypotension artérielle. C'est les états de choc, c'est les patients qui sont pas bien. On va voir la suite. Donc ici, vous avez pour le patient qui est chaud et sec, ça veut dire qu'il est bien perfusé sans congestion. Un patient qui est chaud et humide, ça veut dire qu'il est bien perfusé, qu'il a une bonne pression artérielle, mais qui est en surcharge. Un patient qui est froid et sec, ça veut dire qu'il a une hypotension, mais sans qu'il y ait de râle crépitant ni d'œdème. Un patient qui est froid, ça veut dire qu'il est hypoperfusé, mais humide, donc ça veut dire qu'il a des râles crépitants et des signes d'insuffisance cardiaque croîte. Donc en fin de compte, quand on a un patient qui a une insuffisance cardiaque aiguë, hein, aggravation, apparition des symptômes, vous faites l'électro, vous avez l'écho, vous avez tout ce qu'il faut, le BNP, c'est un patient qui est en insuffisance cardiaque aiguë. Il faut le prendre rapidement en urgence. Il faut d'abord se poser la question, est-ce qu'il est en état de choc cardiogénique, hein? Est-ce qu'il y a une hypotension? Parce qu'on a des signes d'insuffisance cardiaque gauche ou la droite, et vous avez une hypotension, ça veut dire que dès que l'hypotension ou l'état de choc, il est dû à l'atteinte cardiaque. Ça veut dire qu'il est en état de choc cardiogénique. S'il est en état de choc cardiogénique, il faut démarrer au moins les inotropes plus, avant de parler d'assistance circulatoire, il faut démarrer les inotropes plus, la noradrénaline, et il faut démarrer l'assistance circulatoire, soit l'ECMO, en cas si les drogues parler d'assistance circulatoire, comme l'ECMO là, ou là, le ballon de contribution. Et puis, on vérifie l'état respiratoire. S'il est en insuffisance respiratoire, c'est-à-dire qu'il crépite au sommet, on arrive, et il est très dyspnéique et désature, à ce moment-là, on fait une assistance respiratoire, c'est-à-dire on oxygène le malade en fonction des besoins. Hein, c'est important, il ne doit pas rester en position allongée. Hein. La position assise, c'est partie du traitement. Donc, du coup, on oxygène en fonction des besoins, c'est-à-dire une saturation moins de 90% à l'air libre, il faut absolument mettre de l'oxygène, soit aux lunettes. Si ce n'est pas suffisant, on passe au masque à haute concentration. On peut pas, si la pression artérielle est bonne, on peut donner de la CPAP. Et si rien si ça ne donne pas de résultat, on peut aller à la ventilation mécanique. On intube le malade s'il y a des troubles de conscience, etc. Alors, si le malade n'est pas en choc cardiogénique, s'il n'est pas en insuffisance respiratoire, alors, tout cela, il faut stabiliser le malade en moins d'une heure à 2 heures, mais il faut identifier une cause aiguë. La cause aiguë de cette insuffisance cardiaque, donc, une fois le malade stabilisé, il faut absolument rechercher les causes de cette insuffisance cardiaque. Ils sont en nombre de 5. On va les 5 éléments. On peut regarder le moyen mémométrique qui est CHAMP. CHAMP, ça veut dire qu'il faut rechercher un syndrome coronaire aigu. Un syndrome coronaire aigu, il faut demander au malade s'il a une douleur à la poitrine, surtout quand il a des facteurs de risque cardiovasculaire. Ou l'électrocardiogramme qui est rarement normal, il faut rechercher le sus-décalage du segment FT, qu'on a vu la dernière fois, ou des modifications ECG. Deuxième élément, c'est l'urgence hypertensive. Quand vous avez des signes d'insuffisance cardiaque avec une pression artérielle trop élevée, normalement, généralement plus de 220, plus de 180 de systolique, en ce moment-là, on peut parler d'urgence hypertensive. Donc, c'est une deuxième cause. Et à l'arythmie, quand on met le malade en musique, donc il est scopé, on a le rythme qui est juste devant nous, et on vérifie au scope, est-ce qu'il a une fibrillation auriculaire? Est-ce qu'il y a des troubles de rythme à l'étage auriculaire ou là à l'étage ventriculaire? Et puis enfin, on recherche une complication mécanique aiguë, généralement d'un post-infarctus. Et quand on a surtout un souffle, dans un contexte d'infarctus, quand on a un souffle au foyer mitral, il faut rechercher est-ce qu'il n'y a pas de rupture du pilier de la valve mitrale en échographie, ou là une communication interventriculaire, ou là une rupture de paroi libre, parfois même si elle est mortelle. Et enfin, il y a l'embolie pulmonaire. Alors, si vous avez un malade qui se présente dans un tableau d'insuffisance cardiaque aiguë, à gauche, mais plutôt des signes droits, sans signe gauche, il faut penser à l'embolie pulmonaire. Alors, surtout en faisant l'échographie et en évaluant certains éléments qu'on va voir juste après le topo ADA. Donc, si vous avez les 5 éléments qui peuvent expliquer la cause de l'insuffisance cardiaque aiguë, donc il faut démarrer un traitement adéquat. C'est-à-dire traitement adéquat, quand on parle de syndrome coronaire aigu, il faut aller revasculariser le malade, surtout pour les ST+, qui sont vus tardivement ou là, qui sont vus dans un tableau de OAP inaugural et syndrome coronaire. Il faut traiter, il faut revasculariser le malade. Bien sûr, en traitant les signes d'insuffisance cardiaque. Un malade qui a une urgence hypertensive, il va falloir baisser sa pression artérielle. Les arythmies, il faut réduire les arythmies et traiter les complications mécaniques doivent être traitées chirurgicalement. L'embolie pulmonaire, on va reprendre le traitement. Quand on est en état de choc, il faut thromboliser le malade. C'est ça le traitement approprié en fonction des recommandations de la Société européenne de cardiologie. Et puis, si on n'a pas les 5 causes, hein, il faut faire un bilan afin de confirmer le diagnostic et traiter le malade correctement en fonction de son état clinique.
D'accord? Donc, l'état clinique, hein, c'est quoi? Donc, pour récapituler, donc, en cas de suspicion, on élimine l'état de choc cardiogénique, la détresse respiratoire, tout ce qui est grave durant le premier contact. Et pendant 1 à 2 heures, il faut stabiliser le malade, identifier la cause responsable de cette décompensation et démarrer un traitement approprié en cas de diagnostic. Alors, une fois qu'on ait confirmé le diagnostic de cette insuffisance cardiaque, il faut déterminer le profil hémodynamique du malade. On rappelle l'étape de la congestion-perfusion. Est-ce que le malade est en surcharge? Est-ce qu'il est bien perfusé? La première question, pour déterminer le profil hémodynamique, la première question, c'est est-ce qu'il y a présence de congestion? Alors, quand il y a présence de congestion, il y a différentes façons. Il y a la congestion à gauche, c'est les râles crépitants à l'auscultation. La congestion, les signes d'insuffisance cardiaque droite, ou la congestion à droite, c'est les œdèmes des membres inférieurs qui prennent le baudet, l'acide, le reflux hépatojugulaire et la turgescence des veines jugulaires. Alors, lorsqu'il y a congestion, c'est la majorité des patients en insuffisance cardiaque aiguë, on parle de patients humides, et lorsqu'il n'y a pas de congestion, le patient est sec. Ça, c'est une première étape. Deuxième étape, on dit est-ce que le patient est bien perfusé? C'est-à-dire, on met la main, on tient la main du malade, ou là les pieds, on vérifie la chaleur de ses membres. Si c'est bien perfusé, ça veut dire que s'il est bien perfusé, donc on a un malade ici, donc s'il y a congestion et il est bien perfusé, ça veut dire qu'il y a une bonne perfusion avec mais congestion. Et s'il est en surcharge et il est froid, ça veut dire qu'il n'est pas bien perfusé et il est en congestion, c'est l'état de choc. Après, il peut être sec, ça veut dire il n'a pas de râle crépitant ni de signe d'insuffisance cardiaque, mais il est bien perfusé, ça veut dire qu'il a une bonne pression artérielle sans congestion. Il peut être sec, c'est-à-dire sans congestion, il n'a pas de signe d'insuffisance cardiaque clinique, mais sa pression artérielle est basse. On parle de mauvaise perfusion. Pourquoi on détermine les éléments profil hémodynamique? Parce que chaque profil hémodynamique doit un traitement adéquat. Donc, une prise en charge adaptée au profil hémodynamique. Vous avez pour les patients qui sont chauds et humides, ça veut dire que c'est les patients qui ont une pression artérielle systolique normale ou élevée. Donc, quand on a de type congestion, c'est-à-dire accumulation de liquide, parce que le malade il a des râles crépitants, il a des œdèmes, il faut privilégier les diurétiques, notamment le furosémide, le Lasélix. C'est des ampoules de 20 mg. Vous pouvez donner, par exemple, en cas de crise de OAP, de démégu du poumon, jusqu'à 4 ampoules en IV direct, plus un relais en seringue autopousseuse. Puisque la pression artérielle est bonne, on peut utiliser les vasodilatateurs injectables, principalement les dérivés nitrés injectables, même s'ils ne sont pas commercialisés au Maroc. Mais en pratique, ce n'est pas commercialisé au Maroc. On utilise des patchs de dérivés nitrés, même si c'est hors AMM. Mais si la pression artérielle le permet, on peut les donner parce que les patchs de dérivés nitrés, ils vont permettre de baisser un peu la pression artérielle, mais aussi de réduire la précharge. Et réduire la précharge, ça fait partie du traitement de l'insuffisance cardiaque. Et en cas de résistance aux diurétiques, on peut utiliser l'ultrafiltration. Alors, dans chaud et humide, lorsque on est de type vasculaire, ça veut dire lorsqu'il y a plutôt une vasoconstriction, sans qu'il y ait de rétention d'eau, à ce moment-là, on peut utiliser plutôt les vasodilatateurs à forte dose et à faible dose de diurétique. Voilà. Maintenant, quand on a un patient qui est froid et humide, hein, froid, ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, la main sur la main du malade, on déduit que la pression artérielle est basse. Lorsque la pression artérielle est basse, il faut privilégier les agents inotropes positifs, notamment la dobutamine, puis il y a la noradrénaline qui maintenant, dans la physiopathologie de l'état de choc cardiogénique, généralement, on a un syndrome inflammatoire systémique et donc on a une espèce de vasoplégie qui va entraîner une vasodilatation des artères, donc une baisse de la pression artérielle. Le fait de donner de la noradrénaline, ça permet donc une vasoconstriction et ça permet donc d'élever la pression artérielle. Associer parfois les diurétiques, mais surtout parce que le malade dans ce profil, il est humide, donc il est en surcharge, il faut associer les diurétiques. Et donc en cas d'échec, si le traitement vasopresseur ou la inotrope ne sont pas efficaces, c'est-à-dire qu'on se retrouve en train d'augmenter les doses de façon importante, mais sans qu'il y ait de réponse, à ce moment-là, il est envisageable de démarrer une assistance circulatoire, comme l'ECMO par exemple. Et lorsque la pression artérielle n'est pas inférieure à 9, c'est-à-dire qu'elle est à 10 ou à 11, on peut utiliser des vasodilatateurs avec précaution. On peut donner des diurétiques et si en cas de résistance, on peut donner des inotropes plus, ça pourrait améliorer la perfusion. Donc, chez les patients qui sont chauds et secs, c'est-à-dire qu'ils ont des signes d'insuffisance cardiaque mais très faibles, mais une pression artérielle normale et qui sont secs, c'est un patient qui est compensé. Il faut juste ajuster le traitement oral qu'il avait avant. Mais lorsqu'on a une hypoperfusion, donc c'est un malade qui a une petite tension, mais à l'échographie, vous avez des signes d'hypovolémie, comme par exemple l'évaluation de la veine cave inférieure qui vous montre une veine cave qui est pincée, ça veut dire que la volémie est basse.
chez un patient qui a une petite tension. Donc, c'est un patient qui a besoin d'être rempli plutôt que des diurétiques. Donc, on envisage un remplissage vasculaire avec un agent inotrope, hein, pour compenser tout ça. Donc, voici un tableau donc, qui résume le tout, allant de la suspicion donc, pour l'évaluation du profil hémodynamique, les deux questions importantes, la congestion et la perfusion périphérique. Et bien sûr, vous avez ici le choix thérapeutique en fonction des profils des malades, en fonction de la perfusion et de la congestion. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au chapitre suivant? Est-ce que vous avez des questions? Vous m'entendez? Alors, il y a une question, est-ce qu'on peut associer la dobutamine et la noradrénaline pour traiter une insuffisance cardiaque aiguë? Oui, dans certaines situations, oui. Alors, je vous explique. Lorsque vous avez fait une échographie, bien sûr, devant toute insuffisance cardiaque aiguë, on a dit qu'il faut faire l'écho. Si vous avez une fraction d'éjection qui est basse, donc probablement le malade il aura besoin d'une aide inotrope, d'une contractilité un peu plus. Pour améliorer la contractilité, on donne un inotrope plus, la dobutamine. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que lorsque le malade est en état de choc, il y a dans le mécanisme physiopathologique, vous avez une vasoplégie. Donc la noradrénaline peut souvent nous aider. Et lorsque surtout les facteurs de décompensation est une infection, là, un sepsis grave, vous avez une vasoplégie. Donc le fait, même si on augmente les doses de la dobutamine, ça ne va pas donner grand-chose. Si vous avez une procalcitonine élevée ou une CRP au plafond, la dobutamine, c'est pas bon du tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut profiler le malade. Si vous avez un sepsis ou là une infection sévère ou là un postidème, donnez de la noradrénaline pour mieux répondre. Vous pouvez commencer par de la dobutamine si ça donne rien du tout. Au lieu d'augmenter les doses de la dobutamine, associée à de la noradrénaline, vous allez voir. Si le malade répond, on réduit les doses de la dobu et on augmente la noradrénaline pour pouvoir agir sur la vasoplégie et le malade s'améliorera forcément. Est-ce que vous m'entendez toujours? Je vous en prie, docteur Diata. N'hésitez pas à me poser des questions. Je sais que les profils hémodynamiques, il faut suivre. Si vous n'avez pas suivi, vous voulez que je reparle de ça, n'hésitez pas, avant que je parle de l'embolie pulmonaire. Est-ce qu'il y a un profil hémodynamique qui vous échappe ou là que vous n'arrivez pas à comprendre? Est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez? Alors, est-ce que c'est clair? Ou là, je continue, on part à l'embolie pulmonaire. Voilà, très bien. Merci, docteur Hassan, pour votre ouais, message. C'est vrai que j'ai pas insisté sur les doses, d'ailleurs. Je n'ai pas insisté sur les doses, les posologies des médicaments, mais là, je peux rapidement vous parler de certaines choses, parce que chaque malade est un malade, et chaque profil est un profil. Les doses, généralement, ça vient avec l'expérience, et en fonction, il y a des choses qui sont claires d'emblée, il y a des choses que, selon votre évaluation. Alors, en ce qui concerne, par exemple, les malades qui crépitent, pour les coqueurs, on verra. Alors, pour les doses, je réponds juste à la première question des posologies. Pour tout ce qui est diurétique, comme la furosémide, chaque ampoule fait 20 mg. Là, les patients qui crépitent au sommet, donc on va partir aux les cas extrêmes, où là, à mi-champ pulmonaire, ils sont orthopnéiques, ils crépitent. Moi, je n'hésite pas à donner 4 ampoules en IV direct. 4 ampoules en IV direct, et il faut faire pisser le malade. Avec un relais en seringue autopousseuse, ça peut aller de 160 à 240 mg en seringue autopousseuse sur 24 heures. Bien sûr, il faut une évaluation quotidienne pour pouvoir réduire les doses et ne pas tomber dans les versants secs. Ça, c'est important. Chez les patients qui ont une hypoperfusion, donc qui sont froids, donc c'est des malades chez qui on peut démarrer sur la dobutamine. Généralement, je commence souvent par des petites doses 5 gamma kilo minute. C'est des patients 5 gamma kilo, c'est pas mal et ça peut restaurer un peu la tension. Lorsqu'on a une petite tension à 8,5, 9, le patient est froid et tu as besoin de donner des diurétiques pour pouvoir faire pisser le malade. Donc, un peu de Dobus 5 gamma, on peut monter jusqu'à 10. Au-delà de 10, il faut faire attention parce qu'on tombe sur les récepteurs adrénergiques sont bloqués et vous allez tomber dans les effets secondaires de la dobutamine qui est la cardio-accélératrice, qui est pourvoyeuse de troubles du rythme ventriculaire. Après, si ça répond pas, dans le cadre du bilan, vous devez absolument savoir est-ce que c'est un sepsis, est-ce qu'il y a de la fièvre, est-ce que vous avez une CRP élevée, une procalcitonine élevée. Si c'est le cas, on peut démarrer de la noradrénaline, on peut aller démarrer de 0,5 mg
en vitesse par heure, puis on peut aller jusqu'à 1, 2 mg en fonction de la réponse. Commencez toujours par des petites doses et vous montez doucement en fonction de la réponse hémodynamique des malades, en fonction de la réponse de la pression artérielle et chaleur des membres. Moi, j'espère que j'ai répondu aux questions. Et pour les doses des durées des vasodilatateurs, vous avez le trait comme le Risordan injectable. On donne 0,5 à 1 mg en cas de pression artérielle, bonne pression artérielle avec des signes d'assistance cardiaque gauche. Vous avez les dérivés nitrés comme Risordan, 0,5 à 1 mg en seringue autopousseuse qu'on peut augmenter en fonction des résultats. Mais si vous n'avez pas le Risordan, il y a le patch de nitroderme de 5 et 10 mg. Si vous avez une pression artérielle à 15 ou 16, je donnerai généralement 5 mg de nitroderme. Quand c'est du 18 et du 20, je peux donner du 10 en patch avec avec un peu de l'oxène pour baisser la pression artérielle. Parce que le problème ici, ce n'est pas en cas d'hypertension artérielle ou d'urgence hypertensive, le problème n'est pas une surcharge de volume d'eau, mais c'est plutôt un problème d'augmentation brutale de la post-charge. Donc, c'est pour ça qu'il faut baisser la pression artérielle pour traiter l'insuffisance cardiaque aiguë. Donc, s'il n'y a pas beaucoup de questions, donc je passerai à l'embolie pulmonaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous êtes là? N'hésitez pas à poser la question. Donc, s'il n'y a plus de questions, moi, je passe rapidement au chapitre de l'embolie pulmonaire. OK, ça marche. Alors, l'embolie pulmonaire, j'ai fait exprès de faire suivre l'embolie pulmonaire à ce chapitre-là, parce que mettez-vous en tête que quand on dit insuffisance cardiaque aiguë, donc il y a l'insuffisance cardiaque gauche et droite. Quand on dit insuffisance cardiaque gauche, on a des râles crépitants, principalement, c'est les signes gauches qui prédominent. Mais quand on dit insuffisance cardiaque droite, elle peut être aiguë aussi. Et parmi les diagnostics de l'insuffisance cardiaque aiguë droite, c'est l'embolie pulmonaire. Et donc, l'embolie pulmonaire, c'est un grand chapitre. Il y a, dans les recommandations de 2019, il y a une stratification de risque de décès en intra-hospitalier aux 30 jours. Et il y a une partie des embolies pulmonaires qui intéresserait un urgentiste parce qu'elle peut être mortelle. C'est l'embolie pulmonaire à haut risque. Donc, à haut risque, on va définir ça tout de suite. Donc, pour l'embolie pulmonaire, par définition, on est obligé de définir les choses. Je sais que vous êtes des médecins déjà, vous savez déjà ce que c'est qu'une embolie pulmonaire. C'est une oblitération ou une obstruction de l'artère pulmonaire ou l'une de ses branches par un thrombus, le plus souvent c'est un thrombus fibrino-cruorique, c'est-à-dire on parle souvent de maladie bipolaire. Ça veut dire que 50% de l'embolie pulmonaire est associée à une thrombose veineuse profonde. C'est une thrombus qui migre d'une veine pulmonaire, d'une veine pardon, profonde des membres inférieurs vers l'artère pulmonaire. Et donc la thrombose veineuse ainsi que l'embolie pulmonaire sont appelées maladies thromboemboliques veineuses. Donc, la particularité de l'embolie pulmonaire, et ça c'est un chapitre très important, il n'y a aucun signe spécifique de l'embolie pulmonaire. Elle est donc sous-diagnostiquée, elle est souvent de mauvais parce qu'elle est diagnostiquée tardivement. Là, on la garde comme un diagnostic d'élimination, mais devant tout patient qui a une détresse respiratoire, il va falloir penser au diagnostic de l'embolie pulmonaire, surtout lorsqu'on a une détresse respiratoire avec un poumon libre. Alors, s'il y a un message à garder durant ce chapitre, lorsque vous avez un patient qui est en détresse respiratoire et que vous auscultez les poumons juste avec un stéthoscope et vous avez un poumon, il n'y a pas de râle, attention, c'est ce qu'on appelle une dyspnée cinémataria, ça peut être une embolie pulmonaire. Le diagnostic d'une embolie pulmonaire à haut risque, c'est principalement l'angioscanner thoracique. Voilà. Donc, la classification de l'embolie pulmonaire à haut risque, ça veut dire qu'il y a une instabilité hémodynamique. Regardez en tête que si vous avez le diagnostic d'une embolie pulmonaire ou la suspicion d'embolie pulmonaire chez un patient qui est en état de choc, rappelez-vous que c'est un patient, c'est une suspicion d'embolie pulmonaire à très haut risque. Donc, en gros, en général, vous avez des patients qui ont des signes, ce qu'on appelle des signes d'insuffisance cardiaque droite, sans signe d'insuffisance cardiaque gauche. En d'autres termes, vous avez des œdèmes des membres inférieurs, un reflux, pas de jugulaire, mais des veines jugulaires comme ça dilatées, contrastant avec une auscultation pulmonaire normale. Et c'est ce qu'on appelle des signes d'insuffisance cardiaque droite sans signe gauche. Et parmi les diagnostics qu'il faut évoquer, c'est l'embolie pulmonaire. Et lorsque la pression artérielle est basse devant ce tableau clinique, on dit attention, c'est une embolie pulmonaire qui peut être à très haut risque. Et bien sûr, vous avez soit un patient qui fait un arrêt cardiaque, hein, soit c'est une embolie pulmonaire chez un patient qui fait un état de choc, ou bien lorsqu'on a une hypotension qui est persistante, on a une baisse de la pression artérielle systolique de plus de 40 mm de mercure pendant au moins 15 minutes. Alors, en termes de physiopathologie, alors pour comprendre un peu pourquoi on a une embolie pulmonaire peut entraîner un état de choc, et là j'ouvre une parenthèse parce qu'on a vécu ça pendant la période Covid, où là on parle souvent avec les réanimateurs, embolie pulmonaire, et on a souvent l'aspect d'évaluation pulmonaire
donc on dit embolie pulmonaire, on pense souvent à la ventilation et on dit il faut ventiler le malade, oxygénothérapie, alors que le problème ici, c'est un problème vasculaire. Il est purement hémodynamique. Et ce qui tue les malades, il n'y a pas que l'atteinte pulmonaire, mais c'est surtout l'atteinte hémodynamique. Alors, ça demande un peu de concentration. Si vous comprenez la physiopathologie de l'embolie pulmonaire à haut risque, vous allez tout comprendre par la suite. Alors, ce qu'il y a, c'est que on parle ici de surcharge de pression. Qu'est-ce que ça veut dire une surcharge de pression dans l'embolie pulmonaire? Vous avez une obstruction de l'artère pulmonaire et l'artère pulmonaire, elle est reliée au ventricule droit. D'accord? Alors, quand on a un obstacle au niveau de l'artère pulmonaire, une de ses branches, il y a le ventricule droit qui va éjecter contre un mur. Et donc, le ventricule droit, c'est un ventricule qui est très fragile, il n'est pas très musclé comme le ventricule gauche, il se fatigue rapidement. Donc, quand on a une surcharge de pression, on a une dilatation du ventricule droit. Le ventricule droit se lâche, il se dilate. Et puisque le péricarde, il entoure le cœur, il l'empêche de se dilater, il est inextensible, qu'est-ce qui se passe? Le ventricule droit va se dilater au profit du ventricule gauche. C'est-à-dire que le ventricule droit, quand il se fatigue, on aura une interdépendance VDVG et on aura le ventricule droit, ce qu'on appelle un septum paradoxal, le septum interventriculaire qui va basculer vers le ventricule gauche. Il va empêcher le remplissage rapide voilà, la diastole à gauche, c'est-à-dire qu'on aura une réduction du remplissage du ventricule gauche, donc une baisse du débit cardiaque, une baisse de la perfusion des coronaires, et on aura donc une hypotension avec un état de choc. Là, je vais répéter. De la physiopathologie de l'embolie pulmonaire à haut risque, c'est que vous avez un obstacle à l'éjection du ventricule droit, ce qu'on appelle une surcharge de pression. Okay. Avec le thrombus qui est au niveau de l'artère pulmonaire de la ligne de ses branches va s'opposer à l'éjection du ventricule droit. Le ventricule droit est fragile, il se dilate. Il bute contre le péricarde parce que le péricarde ne laisse pas beaucoup d'extension. Alors, ce qui est le plus simple, c'est qu'il va se dilater au profil, ramifier le septum vers le ventricule gauche. C'est ce qu'on appelle le septum paradoxal. Et ce septum paradoxal va donc empêcher, bloquer le remplissage à gauche et donc baisser le débit cardiaque. À la baisse du débit cardiaque, on aura une baisse aussi de la perfusion du myocarde, la baisse de la perfusion coronaire. Et la baisse des perfusions coronaires entraîne une ischémie du ventricule droit et donc libération des troponines. C'est pour ça qu'on peut avoir des situations d'embolie pulmonaire à haut risque, une élévation des troponines, parce qu'on a une ischémie du ventricule qui est due à la baisse du débit cardiaque par compression du septum interventriculaire qui va comprimer les cavités gauches et les empêcher de se remplir. Est-ce que vous avez une question par rapport à ça? Ou là, je continue. Vous avez une question? Est-ce que vous avez une question? Alors, attendez, il y a un message ici. C'est clair, super. Alors, une embolie pulmonaire à haut risque, généralement, vous êtes aux urgences, ou là dans votre cabinet, ou là dans une structure, et vous recevez un patient, généralement, soit c'est un patient âgé, donc le profil des patients qui ont des néoplasies, le cancer, l'alitement, les facteurs de risque thromboemboliques sont là, il vous dit une dyspnée aggravative, c'est-à-dire qu'il a une dyspnée depuis 3 semaines qui s'aggrave et qui ne s'améliore pas. Généralement, il consulte chez le pneumologue, là, il lui donne un traitement symptomatique, ça ne donne rien du tout. Puis il y a la douleur basithoracique, contrairement à la douleur thoracique angineuse. Vous avez une douleur qui est basithoracique, mais le principal symptôme, c'est la dyspnée aggravative. Parfois, on a une hémoptysie, et c'est un facteur c'est un facteur qui tardivement, c'est un patient qui fait une embolie pulmonaire avec un infarctus pulmonaire, et donc on a de l'hémoptysie. Mais il faut dire qu'il n'y a aucun symptôme qui est spécifique à l'embolie pulmonaire. Rappelez-vous la dyspnée avec des signes droits sans signe gauche. Donc ici, vous avez à l'examen général l'arrêt cardiaque ou l'état de choc, arrêt cardiaque récupéré en état de choc cardiogénique. Et à l'examen physique, principalement, il faut rechercher cette tuméfaction unilatérale asymétrique. Moi, je pense que c'est un élément d'observation parce que vous allez voir que toutes vos prises en charge urgentes, c'est l'inspection qui compte. Donc, il faut absolument dévêtir le malade et vérifier de l'aspect. Si vous avez un membre qui est plus tuméfié que l'autre, attention, c'est une thrombose veineuse profonde étendue. Avec ces tableaux de dyspnée, ça fait une embolie pulmonaire. Je ne vais pas tarder, garder le malade devant moi. On fait une échographie en urgence ou là, un angioscanner. Donc, à l'examen clinique, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez des signes droits, notamment tous les signes d'Arzer, le reflux, mais en pratique, comme éclat de B2, foyer pulmonaire, etc., Arzer. Mais ce que vous devez faire attention en pratique, c'est les veines jugulaires, parce que c'est la partie là, que les gens voient le plus. Et je suis certain que personne ne fait la manœuvre pour rechercher le reflet pathojugulaire, mais ce qu'on fait, c'est qu'on observe surtout la turgescence spontanée des veines jugulaires.
on a des jugulaires qui sont enflés dans un tableau de dyspnée, il faut faire attention. C'est une dyspnée cinématérielle. Donc, l'électrocardiogramme, bien sûr, est une étape fondamentale aux urgences, quel que soit le symptôme avec lequel le malade vient. Et puis, vous allez voir que, on parlait souvent, vous allez voir que le cœur est rapide, vous avez les QRS qui sont rapprochés, c'est une tachycardie sinusale. Ah, les ANP sont là, généralement, il y a une tachycardie parce qu'on est là à trois petits carreaux, ça fait 300 par 3, ça fait 100 battements par minute. Et vous avez cet aspect de bloc de bronche droit qui est là, en rapport avec l'aspect c'est en rapport avec c'est très en faveur d'une embolie pulmonaire. Et surtout, on parle souvent d'aspect S1Q3. Alors, aspect S1Q3, ça veut dire qu'il y a une onde S en profonde en D1. Normalement, on n'a pas cette S en D1. Et une onde Q, une onde Q en D3, dans la dérivation 3. Donc, c'est une déviation axiale droite avec un bloc de branche droit dans un tableau de dyspnée avec des signes droit sans signe gauche. Ils sont très en faveur d'une embolie pulmonaire chez un patient qui est en état de choc, on ne doit pas faire retarder le diagnostic d'une embolie pulmonaire, il doit soit une écho, soit un angioscanner. Alors, c'est pour ça que l'échographie dans cette situation-là est l'examen le plus approprié parce qu'elle est toujours disponible sur place et sans déplacer le malade. Et il faut savoir que l'échographie permet de rechercher les signes directs ou indirects d'une embolie pulmonaire. Parmi les signes indirects d'une embolie pulmonaire, c'est ce qu'on appelle le cœur pulmonaire aigu. Alors, comme on l'a expliqué dans la physiopathologie, vous avez un obstacle à l'éjection du ventricule droit, le ventricule droit se dilate. Donc, on doit chercher une dilatation des cavités droites en mesurant le rapport ventricule droit sur ventricule gauche qui doit être supérieur à 1. Puis, on recherche le septum paradoxal. Ça veut dire que le septum va basculer vers le ventricule gauche pour gêner le remplissage à gauche et donc entraîner le bas débit, donc septum paradoxal à l'échographie, mesurer l'hypertension pulmonaire sur le fluidité et évaluer la fonction VD, parce que lorsque le VD se fatigue, la dysfonction systolique du VD, ça peut expliquer l'état de choc, et donc on peut dire que l'état de choc du malade, il est imputé à cette embolie pulmonaire probable. Hein. C'est important, et je vous donne juste un exemple pour ceux qui ont travaillé pendant la période Covid, vous allez voir que des fois, on avait des patients intubés, ventilés, qui passaient en état de choc, et bien sûr, ils avaient des désimères élevés. On avait une embolie pulmonaire. Mais on ne savait pas, est-ce que c'est l'embolie pulmonaire qui est responsable de l'état de choc ou là, c'est un sepsis grave parce qu'ils avaient une vasoplégie, parce que la CRP était au plafond, les procalcitonie, les surinfections, etc. Donc, eh ben, figurez-vous que l'évaluation de la fonction VD en échographie, elle permettait de faire la part des choses. L'échographie, on mesurait, on avait tous ces éléments, la dilatation des cavités droites, le septum paradoxal. Mais quand on mesurait la fonction du ventricule droit, quand elle était normale, on disait, voilà, ce n'est pas l'embolie pulmonaire qui est responsable, mais c'est plutôt l'infection. Et on majorait les antibiotiques ou on adaptait les antibiotiques. Parce que si on dit que c'est la fonction VD qui est altérée, ça veut dire qu'il faut thromboliser le malade. Et donc, c'est une décision qui est importante. Donc, figurez-vous que l'élément boucle de l'échographie permettait de prendre une décision qui est vitale parfois. Alors, quand on dit cœur pulmonaire aigu, c'est un cas, sincèrement, c'est un cas de Covid. Hein. Regardez la date, c'est en 2020. Je me rappelle très bien de cette échographie. Regardez, vous avez ici une dilatation des cavités droites. D'abord le ventricule droit et le ventricule gauche qui est écrasé par le septum paradoxal. Vous avez un petit ventricule gauche qui est gêné, donc il y a moins de remplissage ventriculaire. Alors, en même temps, vous avez une VD qui est dilatée et l'oreillette droite qui est dilatée. Et au fond, ici, vous avez un thrombus, regardez, qui passe de l'oreillette droite vers le ventricule droit. Donc, le cœur pulmonaire aigu, c'est principalement la dilatation des cavités droites et le septum paradoxal. Alors ici, c'est un signe direct d'une embolie pulmonaire. Vous avez un thrombus qui flotte dans l'oreille droite et c'est sûr, c'est un thrombus qui va aller dans l'artère pulmonaire. Quand vous avez un malade qui a une dyspnée importante en état de choc, ben figurez-vous que avec une image comme ça, l'échographie, c'est suffisant pour poser le diagnostic d'une embolie pulmonaire. Ce n'est pas la peine de déplacer les malades pour faire un enjeu scanner quand vous avez ce genre d'image. Donc, ça permet, l'échographie Doppler, elle permet aussi de faire le diagnostic différentiel. Parce qu'en mesurant la fonction diastolique, les pressions de remplissage, lorsqu'ils sont basses, avec une hypertension pulmonaire à droite, ça veut dire que le problème, il est à droite. C'est en faveur de l'embolie pulmonaire, la mesure de la fraction d'éjection et l'état de choc cardiogénique. Par exemple, chez un malade qui est en état de choc, parce que l'embolie pulmonaire a très haut risque, c'est un malade qui est en état de choc. Alors que si la fraction d'éjection du ventricule gauche est bonne, ça veut dire que c'est le problème n'est pas le ventricule gauche, c'est plutôt à droite. D'accord? On évolue la volémie parce qu'un patient qui peut être très déshydraté peut aussi être en hypovolémie, ça peut être un état de choc. Donc, la veine cave inférieure est dilatée. On peut évaluer le débit cardiaque aussi en échographie. Alors, quand on a la possibilité de faire un angioscanner rapidement, pardon, au bout de combien de temps après la survenue d'une EP, on observe des signes indirects dans l'écho-cœur. Alors,
C'est pas que, des fois, on peut ne rien trouver. On ne peut pas répondre à cette question, mais c'est accidentellement. Des fois, on peut trouver des thrombus à l'intérieur des cavités droites, c'est suffisant pour évoquer le diagnostic, mais dans la majorité des cas, on peut trouver qu'une dilatation des cavités droites à des signes indirects. C'est pour ça que l'angioscanner, il est important. C'est le gold standard en termes de diagnostic de la partie des embolies pulmonaires au niveau segmentaire. Donc, tout ce qui est proximal et segmentaire. Alors, on injecte un produit de contraste et vous allez voir que à dit l'artère pulmonaire avec ses deux branches, hein, et vous avez l'aorte qui est juste à côté. Généralement, quand on dit dilatation de l'artère pulmonaire, vous avez le diamètre de l'artère pulmonaire qui dépasse celui de l'aorte. Et le thrombus, c'est sous forme d'une image de soustraction ou la hypo-intense, hypodense ici, au niveau irrégulier, au niveau des branches de l'artère pulmonaire. Alors qu'un AS, c'est une circulation normale. Ça fait une embolie pulmonaire bilatérale. Effectivement, la dilatation des cavités droites, elle entrave l'éjection du ventricule gauche parce que le ventricule gauche, lorsqu'il ne se remplit pas bien, parce qu'il se retrouve écrasé, il ne va pas bien éjecter parce il faut du sang à l'intérieur du ventricule gauche pour pouvoir bien éjecter. Loi de Frank Starling. Donc, le schéma, il est très important à connaître. Je vous invite à le garder en tête. Alors, des fois, vous avez un malade qui a une dyspnée importante, qui est en état de choc. Et il a des signes droits sans signe gauche. Et vous suspectez une embolie pulmonaire. Donc, suspected pulmonary embolism. Donc, vous suspectez une embolie pulmonaire chez un patient il a une instabilité hémodynamique. Première des choses à faire, c'est échographie transthoracique, évaluer la fonction VD. La fonction VD, c'est facile à évaluer en échographie. On pourra avoir l'occasion de faire ça un jour. Alors, si on a dysfonction du ventricule droit chez un patient chez qui on suspecte une embolie pulmonaire, si l'angioscanner est rapidement faisable et disponible, à ce moment-là, on fait l'angioscanner rapidement sans trop tarder, bien sûr en stabilisant le malade. S'il est positif, on traite l'embolie pulmonaire, on thrombolise le malade. S'il est négatif, on cherche d'autres causes d'une instabilité hémodynamique. Si le scanner n'est pas suffisant, et qu'on a une dysfonction du ventricule droit avec une suspicion élevée d'embolie pulmonaire, on est autorisé à traiter le malade. C'est ça l'avantage de la prise en charge en urgence de ce profil de malade. Quand on fait l'échographie, on trouve que le malade, il est en insuffisance cardiaque droite sans signe gauche et on suspecte une embolie pulmonaire et il y a une dysfonction VD, alors on peut thromboliser le malade. Si on n'a pas de dysfonction VD, ben, il faut chercher d'autres causes de l'instabilité hémodynamique. C'est l'exemple que je vous ai donné du cas des patients Covid. Alors, pour l'embolie pulmonaire à haut risque, il faut hospitaliser en USIC, on a en réa, le repos strict, bien sûr, on prend deux voies veineuses et on oxygène en fonction de la saturation. Bien sûr, au-dessous de 90% de saturation, on oxygène et bien sûr, selon la réponse, on change de plateforme. Ce qui est indiqué ici, c'est pas l'énoxaparine, mais plutôt l'héparinothérapie non fractionnée. On donne 5000 unités ou la 1 cc d'héparine par voie intraveineuse, c'est un bolus. Puis un relais par voie autopousseuse SAP, 18 unités kilo par heure, en mesurant le TCA2 à 3 fois le témoin, 4 à 6 heures après. Pourquoi on donne la CHNF plutôt que l'enoxaparine? Parce on sera obligé de thromboliser le malade. Et donc, l'héparine, en héparine standard, c'est facilement gérable en fonction de TCA. En cas de saignement, on peut donner un antidote, sulfate de protamine. Et la thrombolyse, ça va plus avec la HNF plutôt qu'avec l'enoxaparine. Alors, les molécules qu'on peut utiliser, alors généralement, c'est la streptokinase, mais les plus commercialisées, je pense, au Maroc. On a plutôt les RTPA, la rétéplase. C'est en fonction du poids et c'est une injection rapide, on y va. Et il faut garder en tête ces d'embolie pulmonaire à haut risque, il faut pas, toutes les contre-indications deviennent relatives parce que le malade va mourir de son embolie pulmonaire. Bien sûr, si un malade est en train de saigner et qui fait en même temps une embolie pulmonaire à haut risque, c'est la malchance. C'est vrai que si on thrombolise, on va l'aggraver, mais généralement, il faut toujours évaluer le risque de ce qu'on va faire, le risque et le bénéfice. C'est un patient qui est en train de saigner, un saignement actif et qu'il est un malade suspect d'embolie pulmonaire qui est instable, on va préférer remplir par du sérum salé, mettre un peu d'inotrope, en attendant de stabiliser un peu, de gérer le saignement avant de décider ce qu'on peut faire. Mais actuellement, il y a des techniques endovasculaires pour lever le thrombus, mais ça ne se fait pas encore chez nous. Tout récemment, il y a un cathéter qu'on place par voie fémorale et on monte avec au niveau de l'artère pulmonaire pour faire une embolectomie par voie endovasculaire.
Et voilà, donc après la thrombolyse, il est important de refaire l'échographie. Vous allez voir la physiopathologie ici. On refait l'écho, on évalue la fonction VD qui s'améliore, on évalue les pressions pulmonaires qui baissent, ça veut dire le cœur droit qui n'est plus dilaté, ça veut dire qu'il n'y a plus de surcharge de pression, il n'y a plus d'obstacle au niveau de l'artère pulmonaire. Il faut prévoir un relais par les nouveaux anticoagulants oraux directs, comme le rivaroxaban, l'apixaban. Le Synthron est toujours indiqué. Mais pour les AOD, on peut les utiliser à condition de respecter les règles de prescription, notamment en évaluant la fonction rénale et le profil du risque hémorragique des malades. Et puis, il ne faut pas oublier qu'une fois après avoir stabilisé le malade, il faut faire un bilan étiologique en fonction de l'âge, des comorbidités, des signes d'appel. Pensez aux marqueurs tumoraux, le sein et la prostate chez l'homme en général, les maladies de système chez les relativement jeunes. Il faut aussi chercher les bilans de thrombophilie chez les jeunes, surtout les anticorps antiphospholipides. Toujours rechercher une étiologie de l'embolie pulmonaire et je vous remercie. Et voilà, donc, n'hésitez pas s'il y a des questions à poser, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Alors pour la CHNF, généralement, nous donnons, j'ai dit qu'on donne un CC, c'est-à-dire 5000 unités, 5000 unités en IV direct. Si vous vérifiez l'ampoule de 25 000 unités, une ampoule fait à 5 cc, c'est l'équivalent de 25 000 unités. On prend un cc et 5 000 unités. On a 1 millilitre en IV direct, on pousse avec du sérum salé, puis on reprend 18 unités kilo-heure sur la seringue autopousseuse. À la vitesse, il y a des formules pour calculer la vitesse de seringue autopousseuse sur les 24 heures, mais n'oubliez pas de contrôler le TCA 2 à 3 fois le témoin. Alors, c'est une très bonne question, docteur Hicham El Ali. Est-ce qu'un bilan rénal chez un patient non connu du dialyse, etc. C'est vrai que les radiologues demandent souvent une fonction rénale avant de faire l'angioscanner, mais croyez-moi, il faut juste communiquer avec les radiologues. Si vous avez un patient chez qui vous suspectez une embolie pulmonaire à haut risque, qui est en état de choc, qui va passer, il ne faut pas attendre le bilan rénal. Il faut faire l'angioscanner parce qu'il faut absolument lever la surcharge de pression pour pouvoir sauver le malade, sinon il va passer. Donc, pas besoin de bilan rénal. Voilà. L'embolie pulmonaire sans trouble hémodynamique peut être pris en ambulatoire. Alors, tout dépend. Il y a une classification il y a une classification de l'embolie pulmonaire en stratification du risque quand elle n'est pas élevée. Donc, quand le risque n'est pas trop élevé, intermédiaire par exemple, la classification de score de PESI, il faut vérifier les troponines et le BNP. Quand il y a des troponines élevées, BNP élevé, la fonction VD intermédiaire, etc., il ne faut pas envoyer le malade chez lui à la maison, il faut le garder sous surveillance, démarrer le traitement en hospitalisation, parce qu'à tout moment, il peut passer à une embolie pulmonaire à haut risque et il aura besoin d'une thrombolyse. Par contre, lorsque vous avez une embolie pulmonaire qui a un risque faible, troponégative, parce que quand on dit troponégatif, ça veut dire que le retentissement n'est pas très important. Comme on l'a dit dans la physiopathe, à ce moment-là, on peut démarrer un traitement anticoagulant et adresser le malade à la maison. Mais vérifiez toujours la pression artérielle. La thrombolyse, est-ce qu'il y a des délais? Non. Alors, il n'y a pas de délai, mais le plus tôt possible. Parce que si on tarde, ما وصل l'état de choc, ça là, c'est un état très avancé. ما وصلنا l'état de choc, c'est une maladie instable, ما وصلنا له, ça veut dire qu'on est dans une étape très avancée. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, surtout pas ça. La stratification de risque est très importante. Chez d'abord, en pratique, après, genre, on a fait le cours, on a discuté de façon académique, mais d'abord, en pratique, quand vous avez une embolie pulmonaire avec une pression artérielle normale, on ne parle pas de thrombolyse. Il faut donner des anticoagulants, ça. Donc, les blénoxaparine, au petit remplissage gentil, et on surveille, et à la sortie, vous démarrez les AOD avant la sortie, c'est tout. Mais si c'est un malade qui est en état de choc, ou là, il est froid, là, il faut thromboliser le malade. Après avoir évalué la fonction VD, bien sûr. Parce que avec la fonction VD, systolique du VD, c'est la clé. C'est la clé du diagnostic du haut risque. Parce que si la fonction VD est basse, voilà, claquée, ça veut dire que là, c'est elle qui est responsable de l'état de choc. Il faut absolument lever le thrombus pour que le ventricule droit puisse récupérer. D'accord?
Est-ce que ça va? Je vous en prie. Il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me les poser. Je suis disponible à répondre, pour répondre. Je vous en prie. Bon, j'espère que c'était clair. Ben, s'il n'y a plus de questions, ben, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et peut-être à la prochaine session pour parler d'autres urgences cardiovasculaires. Donc là, le cours, il arrive à sa fin. Je ne sais pas si le professeur Mohamed est là. Euh, je vous en prie, s'il n'est pas là, ben, je vous dis à la prochaine. Très bon courage dans ce que vous faites. C'est un DU qui est très intéressant. Vous allez rendre service. Je suis certain que vous vous rendez service déjà. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. À la prochaine.